la confiance, le courage et la dignité. Hommes et femmes du Niger. Chers militants et sympathisants, chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous remercions son Excellence M. Hama Amadou d'être parmi nous aujourd'hui à notre meeting de la coordination modèle FA Lumana Belgique. Nous remercions nos frères et sœurs humanistes qui ont effectué le déplacement pour assister à notre meeting. Nous remercions nos invités, nous remercions Mme Hazia Hamsigaba pour sa présence parmi nous. Son Excellence, la dernière fois, nous avons promis de mettre bureaux régionaux dans toutes les régions de Belgique. Ainsi, nous avons mis un bureau de femmes à Liège, Verviers, Sérin. Nous avons mis un bureau à Mechlin. Nous avons mis un bureau à Toulouse. Nous avons mis un bureau à Libramont-Arlon. Nous avons mis un bureau à Bruxelles. Nous allons mis un bureau de jeunes du fédéral Lumana de Jeunes Belgique. Inch'Allah, avec le bébé et soutien de nos militants et sympathisants, la modèle FA Lumana va maîtriser tout le territoire belge. Vive Hama Amadou, vive Lumana, vive le Niger, vive la Belgique. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, militantes et militants du modèle FA Lumana, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous exprimer, Monsieur le Président, Madame, toutes mes félicitations pour l'organisation de ce meeting et remercier tous nos militants qui sont mobilisés pour que ce meeting soit une réalité et qu'il soit l'expression d'un engagement et non le résultat d'un achat de conscience. Chacun d'entre vous est venu ici à Bruxelles, dans cette salle, par ses propres moyens, par sa seule volonté, sans le stimulant des euros que certains ont distribués abondamment ici. Je vous en félicite et j'y vois là l'expression d'un engagement vis-à-vis de votre pays, le Niger. Une volonté commune de tous les Nigériens, où qu'ils se trouvent sur cette planète, de se mobiliser pour faire face au désastre qui est en ce moment en train de frapper notre pays. Un désastre qui n'est pas le fait de la nature, mais un désastre qui est la conséquence d'une incompétence notoire de ceux en qui les Nigériens ont eu confiance pour leur confier leur destin pour une durée de 5 ans. Vous m'avez demandé pourquoi je voudrais être président de la République. Demandez-moi plutôt pourquoi j'ai tant de soucis pour le Niger et le peuple nigérien. Parce que tout Nigérien qui aime le Niger et qui a une véritable conscience politique ne peut rester indifférent à la situation dramatique qui prévaut en ce moment dans notre pays. Je voudrais simplement, pour illustrer mon propos, rappeler que depuis l'indépendance du Niger, chaque année, au commencement de la période chaude, c'est-à-dire entre le mois de mars et le mois de juin,
le Niger vit l'épidémie de la méningite. Ce n'est pas nouveau et ça ne devrait donc pas surprendre un gouvernement responsable. Chaque année, depuis l'indépendance jusqu'à avant l'avènement des secteurs de la couleur rose, notre pays a toujours pris des dispositions pour que l'ensemble des personnes fragiles soient vaccinées avant le mois de mars. C'est une responsabilité d'État. C'est une responsabilité du cœur. C'est l'expression de la pitié qu'un homme d'État doit avoir envers ses concitoyens. Cette année, vous le savez autant que moi, dans la capitale, Niamey, qui est censée être la vitrine de tout le pays, la morgue n'a pas chômé. Au cimetière, la bousculade pour enterrer les morts est sans comparaison depuis très longtemps. Les larmes, la douleur, les pleurs ont assombri la vie à Niamey. Des milliers de morts au Niger tout entier. Parce que les yeux sont fixés sur Niamey. Mais Niamey n'est pas le Niger. Niamey n'est qu'une partie infime du Niger. Si à Niamey même, la capitale, des gens sont morts de manière innombrable, qu'en est-il de ce que nous ne savons pas statistiquement à l'intérieur du pays? Et rien n'a été fait. Si, peut-être que les autorités ont quand même eu la décence de se rendre à l'hôpital Lazaret pour constater que les gens mouraient bel et bien de la méningite. Mais ils ont considéré que c'est une foire, parce que certains de ces hauts responsables ont dit qu'ils ont été dans les stands et qu'ils ont vu que tout se passait bien. C'est-à-dire qu'ils étaient contents que les gens meurent. C'est la preuve de la plus grande irresponsabilité politique, de la plus grande irresponsabilité en tant qu'être humain vis-à-vis de ses concitoyens. Une telle situation traduit un peu dans tous les autres domaines de la vie économique et sociale de notre pays l'incompétence et l'amateurisme de ceux qui nous gouvernent. Ils le savent d'ailleurs. Parce que tout le programme de M. Issoufou Mahamadou vis-à-vis du Niger consiste à quoi? Construire des classes. Et il est très fier de dire qu'il a construit 15 000 classes en 4 ans. Ça veut dire 10 classes par jour. Pourtant, au Niger, je n'ai pas vu une usine de construction de classes pour qu'on puisse sortir les classes en série au nombre de 10 par jour. Ou il a mal fait ses calculs, ou
il n'a pas peur de mentir à ses concitoyens. Je crois que c'est cette seconde hypothèse qui doit être la vérité. Il parle de route. Le Niger a 86% de sa population qui vit en zone rurale. 86% de la population qui ne vivent que grâce à l'agriculture. 86% qui n'ont qu'un seul souci, regarder le ciel, regarder la terre et considérer de quelle manière ils vont produire pour s'alimenter. Leur seule ambition au cours des 5 années que nous vivons est de savoir comment manger. Quelqu'un qui n'a que ce souci, son gouvernement ne pense qu'à construire des routes bitumées. Est-ce que la route bitumée se met dans un grenier? C'est une question importante. On va me dire, certes, la route peut être un moyen de développement. C'est vrai. Mais la route ne peut être un moyen de développement que lorsqu'elle consiste à exister entre un pôle de production agricole, par exemple, et des centres où la commercialisation de la production est possible. Prenez toutes les routes que M. Issoufou Mahamadou, dit Charlie, c'est pas moi qui l'ai appelé Charlie, je tiens à le préciser. Il a dit à tout le monde qu'il s'appelle Charlie. Par conséquent, dans tout ce qu'il fait, toutes les routes, c'est des routes qui lui permettront de dire que j'ai construit des routes. À court terme, quelle est l'utilité intrinsèque de ces routes? Et vous constaterez que toutes ces routes sont construites avec des milliards innombrables par des sociétés étrangères. Des investissements énormes, parce que quand on parle de 500 milliards d'investissements dans le domaine routier, quelle est la part qui revient à l'économie du Niger? Quand vous empruntez l'argent à l'extérieur, vous confiez l'argent à une société étrangère qui vous bâtit une route dans des conditions tout à fait techniquement mal maîtrisées par les Nigériens, et que l'essentiel de l'enveloppe retourne à l'extérieur. Vous ne faites pas de l'économie, vous faites de la dissipation. Les Nigériens s'étonnent de dire, mais pourquoi il n'y a pas d'argent au Niger? Et pourtant, l'argent passe au Niger. L'argent fait du tourisme. Il quitte les banques extérieures, se balade un peu au Niger et retourne d'où il vient. Ce n'est pas de l'économie, c'est de la fantaisie. Vous prenez le secteur de la santé. J'ai décrit tout à l'heure, tous nos hôpitaux n'ont pas d'équipement. Nos médecins n'ont pas les moyens de travailler, ils ont la volonté de travailler, mais ils n'ont pas les moyens techniques de travailler. Les gens meurent à cause de cela. Ceux qui sont bien placés sont évacués. Les autres, on leur laisse la chance de mourir dans des lits d'hôpitaux sans médicaments. Vous pouvez dire que je suis un opposant qui est en train de vous parler, mais demandez à vos parents qui sont restés au Niger.
S'ils disent le contraire, venez me voir et dites que M. Hamma, vous êtes un menteur. Donc, je peux considérer que la situation qui prévaut sur le plan social, sur le plan économique, est un désastre. Sur le plan politique, vous noterez que depuis que M. Issou Mahamadou est au pouvoir, après avoir lancé son slogan d'institutions fortes, il a méthodiquement travaillé à fragiliser toutes les institutions. Il a investi beaucoup d'argent pour travestir leur mission et inféoder à son pouvoir personnel tous les responsables et les membres de ces institutions. Aujourd'hui, nos institutions sont loin d'être fortes. Elles sont par terre. Au niveau de la liberté du citoyen, jamais la police, la gendarmerie n'ont autant travaillé à épuiser moralement, physiquement, des citoyens nigériens que pendant cette période. Combien de gens se sont retrouvés à la PJ? Combien de gens se sont retrouvés devant les tribunaux pour des affaires les plus sordides les unes que les autres? Combien de dossiers ont été soumis aux juges sur lesquels des pressions énormes sont faites pour que, dans l'illégalité la plus complète et l'injustice la plus flagrante, nos concitoyens aillent dormir en prison. Heureusement, nous avons une justice qui n'accepte pas de s'inféoder à l'injustice. Nous devons en féliciter les magistrats nigériens. Et nous devons nous féliciter que dans la justice, au niveau de la justice, il existe des magistrats qui refusent de se laisser acheter par un pouvoir corrompu et corrupteur. Que ce soit donc dans le domaine politique, dont je viens de vous parler, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, secteur que j'ai évoqué tout à l'heure, vous voyez bien que nulle part pour le Niger, il n'y a de perspective. Est-ce que nous devons rester assis impuissants à observer cette incompétence et cet amateurisme tuer le Niger? Au niveau des partis de l'opposition et au niveau de l'Umana Africa en particulier, nous disons non. Et nous avons considéré qu'il faut une alternance au Niger. Et c'est parce qu'il faut une alternance au Niger que je suis candidat et que je demande votre suffrage pour essayer de sauver avec vous le Niger. Mais c'est facile de critiquer l'adversaire, nous le savons tous. Dire du mal de l'autre est la chose la plus aisée. Mais vous m'avez demandé, puisque ce qu'ils font n'est pas bon, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ça votre question. Bien, dans le domaine de la restauration de la véritable démocratie, je rappelle que l'Umana Africa, c'est le mouvement démocratique nigérien. Et dans notre hymne, nous avons dit que nous sommes
les démocrates. La démocratie suppose deux réalités qui se soutiennent mutuellement. La première réalité, c'est la liberté. La démocratie apporte aux citoyens la liberté dans son pays. La liberté de faire ce qu'il veut, d'agir quand il veut, de penser, de s'exprimer librement. La liberté lui permet d'aller et venir comme il l'entend. Et cette liberté s'inscrit simplement dans le cadre des lois et règlements qu'il faut respecter. Et ces lois et règlements ne sont pas le fait d'un dictateur ou d'un pouvoir au service des intérêts d'une personne, mais au service de l'intérêt collectif. Mais la liberté, elle seule, ne suffit pas pour faire la démocratie. La liberté et la démocratie véritable marchent main dans la main avec la liberté d'un côté et la responsabilité du citoyen de l'autre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre quand vous n'avez pas conscience que vous êtes aussi responsable. Et la responsabilité, j'entends la construire au même titre que je voudrais que notre pays soit véritablement un pays libre, où le citoyen est libre et le citoyen est responsable. Mais pour que le citoyen sache qu'il est libre, nous avons au niveau de l'Umana un programme qui concerne le secteur de la justice. Aujourd'hui, le gouvernement nomme un procureur. Et le procureur a vocation à faire tout ce que le gouvernement lui demande. Arrêter un tel, le procureur ne demande pas, on l'arrête. Pourquoi? Il dit à la police judiciaire, convoquez-le. Même si vous faites 48 heures à la PJ, on a porté atteinte à votre liberté. Et si on vous interpelle, le procureur peut demander que votre détention au niveau de la police judiciaire soit prolongée de 48 heures encore. Donc 96 heures. Vous allez faire 4 jours là-bas. N'est-ce pas? Et on vous amène devant lui. Si vous êtes devant le procureur, s'il veut vraiment, comme le lui a demandé le pouvoir, qu'on vous fasse mal, on choisit parmi les magistrats de la chambre d'instruction celui qui est le plus compréhensif vis-à-vis du pouvoir. On vous livre à lui et sans rien demander, sans même s'assurer que vous avez effectivement commis une faute ou pas, il fait un mandat dépôt, on vous prend, on vous amène dans une prison, souvent celle qui est au moins éloignée de 50 km de Niamey. On vous y dépose et il vous oublie. Il y a de nombreux exemples par rapport à cela. Je vois devant moi Ablaï Kassoum, dont le frère vient, grâce à la cour d'appel, de sortir. Il a fait des mois et des mois à la prison sans savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Tout simplement parce qu'on a choisi le juge d'instruction qui fera ce qu'on lui demande. Dans un tel système, aucun Nigérien n'est libre. Parce qu'à tout moment, le pouvoir peut vous jeter sans aucun motif légitime en prison. Peut-être pour vous inciter à rejoindre les rangs du parti au pouvoir. Cela n'est pas de la démocratie.
Et je m'engage à ce que cela ne soit pas possible. Pas parce que je serai là, mais parce que nous allons faire une réforme de la justice qui rendra cela impossible. Avec le système que nous voulons mettre, ce sera le Conseil supérieur de la magistrature qui va nommer les procureurs. Le Conseil supérieur de la magistrature lui-même sera libre. Il ne dépendra pas et ne sera pas présidé par le président de la République. Au Niger, on dit qu'il y a 3 pouvoirs qui fonctionnent sur la base de la séparation des pouvoirs. Mais où est la séparation des pouvoirs quand le pouvoir judiciaire, dans son instance suprême de décision, est présidé par le président de la République? C'est lui qui décide qui va aller à tel endroit, quel juge sera, tel magistrat sera dans telle position. Comment voulez-vous que le magistrat, par crainte pour sa carrière, n'obéisse pas aveuglément au pouvoir, si ce pouvoir est méchant, comme celui que nous avons actuellement, et veut jeter n'importe qui en prison? Comment voulez-vous que le magistrat ne pense pas à sa carrière et pour faire plaisir au président de la République qu'on vous jette en prison? Avec le moderne FA, cela est terminé. Le président ne présidera pas le Conseil supérieur de la magistrature et les membres du Conseil supérieur de la magistrature, comme le président de la République, comme les députés, puisque le pouvoir exécutif, c'est le président de la République, il est élu. Les députés, c'est le pouvoir législatif, ils sont élus. Eh bien, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ne seront pas nommés, ils seront également élus. Chaque pouvoir aura à sa tête des personnes qui ont reçu du peuple nigérien une légitimité qui leur permet d'agir au nom du peuple et non pas au nom d'une personne. Il y aura un juge des libertés. À ce moment, le juge d'instruction ne peut pas faire arrêter quelqu'un et le jeter en prison avant que le juge des libertés, lui, il s'occupe uniquement de ça, ne constate que les conditions pour mettre quelqu'un en prison existent. Parce que dans le code pénal, le principe, c'est que la liberté est la règle, la détention, l'exception. Or, aujourd'hui, c'est la détention qui est la règle et la liberté, l'exception, à partir du moment où on vous amène à la justice. Donc, c'est un aspect sur lequel nous allons travailler pour que le Nigérien, dans son pays, soit libre. Mais la liberté que nous voulons donner à la justice ne concerne pas seulement la liberté des citoyens. Une économie, pour bien fonctionner, a besoin d'investisseurs qui ont la garantie qu'on ne les dépouillera pas de leurs capitaux. Ils ont besoin de sécurité judiciaire. Ils ont besoin d'une sécurité juridique. Ils ont donc besoin d'une justice indépendante et droite. Pour cette raison, il est indispensable, si nous voulons que le Niger change économiquement, que la justice soit au service de l'intérêt collectif et non au service d'un homme ou au service de quelques intérêts privés. Nous n'accorderons pas, bien sûr, la liberté totale au juge pour qu'il utilise cette liberté à son profit et pour ses intérêts. Un système sera mis en place pour que le juge soit contrôlé par le peuple. Ce système, vous le saurez le jour où nous serons en place, Inch'Allah. Ça, c'est au niveau de la justice. Au niveau des partis politiques,
les partis n'iront plus devant le juge quand ils ont des différends entre eux. Parce que regardez ce qui se passe. À l'intérieur de CDS, il y a des problèmes. Une partie porte plainte devant un juge. Le gouvernement s'en mêle. Et pour tuer le parti CDS, on s'implique pour que ce ne soit pas la vérité qui soit respectée, mais les intérêts du pouvoir en place. Aujourd'hui, on dit que Maman Ousmane n'est pas président de CDS. Vous trouvez ça normal? Les électeurs de CDS ne connaissent que Maman Ousmane pourtant. De telles pratiques ne peuvent pas permettre à la démocratie de fonctionner parce que les partis politiques, c'est eux qui donnent la vitalité au débat politique, c'est eux qui donnent la vitalité au principe de l'alternance. Quand vous tuez les partis, vous voulez être seul candidat, seul en face de vous-même, ou bien on trouve une photo, on met en face de vous et vous allez aux élections. Cela tue la démocratie et l'Oman Africa entend que cela ne soit pas possible. Donc les partis politiques ne seront plus jugés par la justice. Ils seront leurs différends, c'est leur règlement intérieur. Et au pire, on peut en discuter au niveau du Conseil et du Conseil national du dialogue politique, mais pas devant un juge. Bien sûr, pour que la démocratie soit forte, il y a un principe aussi qu'il faut sauvegarder. Les partis les plus riches sont toujours les partis qui gagnent les élections. Mais si on veut que la démocratie existe, il faut donner la même chance à tout le monde. Il faut par conséquent que le financement des partis politiques soit étudié et qu'un système soit mis en place. Et que l'argent ne soit pas le critère principal pour choisir celui qui va diriger le Niger. Il faut qu'on mette en place un système qui permettra aux Nigériens de choisir le parti politique ou l'homme politique le plus capable de résoudre ces problèmes. Et l'État a donc une responsabilité par rapport à cela. Nous allons donc veiller également à le faire selon des règles qui seront définies par une loi et par un décret. Ça, c'est dans le domaine politique. Je ne vais pas m'étendre ce que nous allons faire dans ce domaine pour que le Niger soit un pays à l'image des autres pays démocratiques, les grands. C'est beaucoup. Et nous entendons, au cours des 5 ans que vous accorderez éventuellement à notre parti, que cela soit fait effectivement. Pas de vaines promesses, mais des choses que nous serons capables de faire. Je rappelle que le barrage de Kandjaji avait été initié par le président Kounché. Mais, faute de financement, ce barrage n'a jamais vu le jour. Alors, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 1999, l'une de mes premières préoccupations dans le programme que nous devons réaliser, c'était la résurrection du programme de Kandjaji. Mais j'ai été immédiatement confronté au refus systématique des financements occidentaux, en commençant par la Banque mondiale et l'Union européenne, qui nous disent que les associations écologiques sont hostiles à la construction de nouveaux barrages dans le monde. Je leur ai dit que le barrage de Kandjaji a d'abord une vocation fondamentale par rapport à l'écologie. Parce que le fleuve Niger est en train de mourir. Il est en train de s'ensabler.
Et si on ne crée pas les infrastructures hydrauliques qui vont permettre de remonter le niveau de l'eau pour que ce niveau permette de balayer le fond du lit et emporter le sable, le fleuve Niger est appelé très rapidement à disparaître. Et tous les signes de cette disparition prochaine sont visibles par tout le monde. Le barrage de Kandaji a donc une première vocation, c'est une vocation écologique, c'est restaurer les conditions qui permettent au fleuve de vivre et à la biodiversité de renaître dans la vallée du fleuve Niger. Cet argument ne les a pas convaincus. Si vous avez vu, avant on parlait du barrage de Kandaji, j'ai fait changer le nom pour revenir à la considération écologique comme évoquée. Avec les financements occidentaux, cela n'a pas du tout marché. Je me suis donc tourné vers les financements arabes. Et pour cela, je me suis rendu en Arabie Saoudite, à la Banque islamique de développement, où dès mon arrivée, j'ai trouvé une correspondance du président du Nigeria qui disait de ne pas financer le barrage que nous voulions faire. Parce que la construction de ce barrage aura des effets négatifs sur le delta du fleuve au Nigeria. Mais le Niger est pays membre fondateur de la Banque islamique de développement, ce qui n'était pas le cas du Nigeria. Mais devant la difficulté, j'ai demandé immédiatement un rendez-vous avec le roi qui vient de mourir. Il venait pratiquement d'être intronisé et il était donc très sensible aux problèmes des pays comme le nôtre, puisque j'ai argumenté dans le sens de notre appartenance à la Oumma. Et quand j'ai fini de lui expliquer, il m'a dit: nous allons vous aider à financer ce barrage. Allez immédiatement de ma part au niveau de la Banque islamique, le reste ce n'est pas votre affaire. C'est ainsi que nous avons réglé tout le problème lié à l'infrastructure du barrage lui-même pour un montant de 320 millions de dollars. Pour eux, ce n'était même pas beaucoup. Donc les différents fonds arabes avaient été invités à nous aider. Et ils l'ont fait. Et nous avons lancé le programme qui était arrivé jusqu'au stade des marchés publics. À ce stade, malheureusement, il y a eu la motion de censure qui m'a emporté. Et après, le processus est rentré dans les manœuvres des gens qui voulaient coûte que coûte avoir des commissions. Malheureusement au Niger, c'est un gros problème parce que tout à l'heure j'évoquais la question de la corruption. À cause des problèmes de ce genre, jusqu'à présent le barrage n'a pas vu le jour. L'argent est disponible. Faire les marchés pour l'attribuer à quelqu'un a pris au moins 3 ans. Quand pendant la période de transition militaire de Salou Jibo, le marché a pu être attribué, elle a été attribuée à une société russe. Et cette société russe, malheureusement, je crois, n'a pas une véritable vocation à construire des barrages en Afrique. Ils n'ont aucune expérience. Le seul précédent qu'ils pouvaient invoquer, c'était un travail du genre en Algérie, où les choses se sont très mal passées. Mais le marché leur a été attribué.
Et Goury et eux ont été incapables de démarrer les travaux. Cela a duré un moment et des manœuvres ont été entreprises pour leur retirer le marché et permettre ainsi de poursuivre. Et nous avons appris au cours de cette période que des tiraillements au sein même du gouvernement pour savoir comment faire à enliser la procédure. Entre-temps, d'après les informations que nous avons, les Russes ont porté plainte devant le CIRDI. C'est un truc d'arbitrage dans le domaine des affaires. Et malheureusement pour le Niger, il semble que le Niger a perdu le procès. Il paraît qu'il faut non simplement restituer le marché aux Russes, mais pire, il faut leur payer des dommages et intérêts. Et nous sommes donc dans cette situation. Et quelqu'un m'a soufflé, mais je ne peux pas jurer qu'il en est ainsi, que le gouvernement actuel leur propose de changer juste de nom pour diminuer la honte. Et ils vont leur remettre le marché. Mais s'ils changent de nom, ils auront violé la décision judiciaire qui a été rendue en l'espèce. Et cela n'empêchera pas de payer les dommages et intérêts. Donc c'est pour cette raison que le barrage de Kandaji est au point mort. Ce que je sais, c'est qu'on ne réussit rien si on ne l'aborde pas avec une conviction et une volonté d'être utile au pays. Tout ce que je fais s'inscrit dans cette logique, aboutir à un résultat concret qui aide les Nigériens. En ce qui concerne les étudiants, c'est vrai, ce sont mes adversaires politiques qui, à l'époque, ne quittaient pas le campus universitaire et qui ont joué sur deux thèmes en vue de me salir dans l'esprit des étudiants et des enseignants de l'université d'ailleurs. La première, ils ont dit que j'étais ethno-régionaliste. La seconde, ils ont dit, puisque je n'ai pas fait l'université, je n'aime pas les étudiants. Et que je n'aime pas les intellectuels. Même s'il faut qu'on s'asseye d'abord pour définir le terme et me dire exactement qu'est-ce qu'ils entendent par intellectuel. Parce que si c'est intellectuel, ceux qui nous dirigent actuellement, je dirais, je n'aimerais pas du tout être un intellectuel. Parce que l'incompétence et l'amateurisme dont ils font preuve n'est pas le propre de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui sait utiliser son cerveau pour produire des choses utiles à la communauté. Et je crois que face aux problèmes, il faut avoir de l'imagination et il faut avoir de la créativité. Parce que dans aucun livre, les solutions aux problèmes d'un pays tel que le Niger n'existent. En politique comme en économie, il faut être pragmatique, il faut être réaliste et il faut être sans complexe et avoir le courage de mettre en œuvre les idées auxquelles on a pensé. Donc chaque fois qu'il y a un problème, il ne faut pas attendre la Banque mondiale pour vous suggérer ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre que des universitaires se réunissent pour vous proposer une solution. Il faut que par la connaissance
des réalités du Niger par la maîtrise des instruments intellectuels que vous avez acquis à l'école, vous apportiez les réponses qui conviennent aux problèmes qu'on vous pose. Je fonctionne de cette manière. Je n'ai aucune prétention à être un intellectuel, mais j'ai la prétention d'être un administrateur efficace. Et je crois que si c'est par rapport aux résultats de l'école, en tout cas, je suis toujours sorti major des écoles que j'ai faites. Je vous remercie sincèrement pour être venus si nombreux. Je ne pensais pas que nous serions capables de remplir une salle comme celle-ci et avoir un auditoire et fait de maturité et de responsabilité. Je suis très heureux d'avoir été présent à vos côtés ici et d'avoir contribué à échanger sur des questions qui vous préoccupent et sur des questions qui me préoccupent également. J'espère qu'au-delà des mots, nous allons avoir la chance de travailler ensemble pour que les solutions que j'ai commencé à vous esquisser puissent sortir le Niger des difficultés dans lesquelles l'on fait sombrer les experts du pillage des ressources nationales, les voleurs de la République et les experts du détournement des ressources nationales. Parce que vous n'ignorez pas que le pétrole nigérien est bien raffiné, bien commercialisé, mais ne sert en rien le budget du Niger et les intérêts du Niger. Ils servent à l'enrichissement des appareils staliniens de Gouri System. Je vous remercie. Se réunir, parler, applaudir et chanter, c'est bien. Mais en politique, l'utilité de tout cela, c'est que ça se traduise dans les bureaux de vote par des résultats significatifs. J'ose espérer que vous allez vous engager à vous inscrire effectivement sur les listes électorales en ayant rempli les conditions pour être inscrit et que le jour J, vous sortirez effectivement pour voter et que vous verrez, comme à la prunelle de vos yeux, à ce que les résultats électoraux soient honnêtes et que les élections soient transparentes en Belgique. Ceux qui nous gouvernent veulent tricher. Et tous les montages qu'ils font, y compris ici en Belgique, visent uniquement une chose: faire croire au monde entier que Issoufou Mahamadou peut passer au premier tour au Niger. Je rappelle que depuis 1991, après la conférence nationale et l'instauration du multipartisme, aucun parti politique n'a réussi à avoir la majorité absolue. Ils n'ont tous eu qu'une majorité relative, très relative d'ailleurs, et que c'est chaque fois une coalition de partis qui a dirigé le Niger. Si pendant 25 ans, il en a été, et les résultats historiques des élections sont là pour le prouver, qu'est-ce que Issoufou Mahamadou a fait au Niger de positif qui puisse amener les Nigériens à le faire passer au premier tour? Sauf si les Nigériens sont suicidaires et qu'ils sont masochistes. Ils aiment qu'on les fouette pour être heureux. Je ne crois pas que ce soit un travers du peuple nigérien. Par conséquent, Issoufou ne peut pas gagner. Issoufou ne peut pas gagner face aux partis politiques qu'il a en face de lui. Et je crois pouvoir dire qu'en réalité, Issoufou Mahamadou aura en face de lui toute la classe politique nigérienne. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qu'il a épargné
Aucun parti politique qui a bénéficié des avantages du pouvoir en s'associant avec lui à la gestion du pouvoir de cet État. Tous ceux qui ont été dans son alliance en sont sortis meurtris et concassés. Par conséquent, il ne gagnera pas. Si vous sortez pour voter, si vous empêchez les triturations dans les bureaux de vote, Issou Mamadou cédera son fauteuil, je l'espère bien, au président de l'Oumana Africa. Je vous remercie.